Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux sur Web Info Télévision. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le décryptage du 5 décembre 2025. On va donc vous accompagner en revenant, mesdames et messieurs, sur l'événement d'hier à Washington, la signature ou disons l'entérinement de l'accord de paix et économique entre la République démocratique du Congo et les Rwanda, un événement historique justement pour la République démocratique du Congo et même pour les Rwanda. Alors, c'était donc l'étape aussi décisive. Alors, d'autres étapes vont donc intervenir. Photo de famille symbolique comme vous l'avez suivi sur Web Info, justement à Washington, entre les présidents rwandais et congolais. En tout cas, ils étaient conviés aux États-Unis par le président américain Donald Trump, enfin d'entériner ce que l'on appelle désormais les accords de Washington pour la paix et la stabilité. Voilà donc une cérémonie, mesdames et messieurs, en présence de plusieurs autres chefs d'État du continent, les Burundi, les Kenya, l'Angola, mais aussi les Togo. Pour autant, la situation sécuritaire, mesdames et messieurs, dans la partie est de la République démocratique du Congo reste tendue, parce que ça aussi la situation déjà avec les combats qui continuent. Déjà c'est vendredi, on signale encore d'autres accrochages entre les éléments de la FCM 23 et les forces gouvernementales, donc les FARDC, appuyées par les forces burundaises dans les sites Kivu, l'axe Kamanyola-Katogota sous l'effet encore une fois. Donc on va y revenir. Mais nous sommes en ligne téléphonique avec Christophe Mouissa-Hangui, voilà, un activiste de la société civile. Avec lui, nous allons donc revenir sur l'événement d'hier, l'accord d'épée entre la RDC et le Rwanda. Oui, sur papier, il y a beaucoup de choses à encourager, mais sur terrain, en tout cas, on comprend que les étapes où les processus est encore long. Il va donc nous faire sa lecture par rapport à tout ce qui se passe, mais aussi qu'est-ce qu'on peut, c'est à quoi on peut s'attendre, voilà, pour la suite, la bonne foi des parts et d'autres. Est-ce qu'il y a de quoi aussi espérer? Je vais donc l'accueillir directement dans ces décryptages sur Web Info Télévision. Christophe Mouissa Hangui, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour l'ensemble de tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers Web Info Télévision. Je remercie cette opportunité que vous nous accordez pour participer à ces débats avec un sujet aussi pertinent par rapport aux enjeux de l'ère sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, mais également sur le plan économique, parce qu'il est également appelé un accord stratégique de paix et de sécurité. Tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est un sujet pertinent et surtout l'actualité l'oblige. Christophe Mouissa Hangui, vous êtes parmi justement ces activistes qui ont longtemps justement milité pour les retours de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce un événement que vous saluez ou soit c'est encore un accord de plus entre la RDC et le Rwanda? Alors, justement, il faut dire que le dénominateur commun de tout le processus actuellement ici, c'est la recherche de la paix. Et la paix à n'importe quel prix, malheureusement, parce que quand vous voyez les deux belligérants, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda, les États-Unis qui viennent de s'impliquer, nous avons de l'autre côté les Qatar et également l'Angola, parce qu'aujourd'hui, africaine, et les autres pays de la sous-région, notamment le Burundi, qui sont partie prenante de manière active dans le conflit en République démocratique du Congo, mais également le Kenya, le pays qui a toujours été peut-être les gendarmes des États-Unis dans la corne de l'Afrique. Et du coup, les États-Unis ne pouvaient pas s'en passer de ne pas inviter un pays stratégique comme le Kenya, surtout que le mouvement rebelle actuellement sous les labels de l'AFC a été créé au Kenya et qui fait partie également de la discussion au niveau de l'Angola. Mais nous restons encore sceptiques parce que la manière dont nous avions vu
l'attitude du président Kagame et du président Tshisekedi, ça prouve à suffisance que jusque-là, pour moi, après la lecture de leur visage, de leur comportement, ça prouve à suffisance qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout que sur le terrain, les affrontements continuent, alors que l'accord en question, signé ou paraffé depuis le 27 juin 2025, recommandait à ce que 90 jours après, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu définitif, retrait des troupes rwandaises, où nous allons revenir dans les détails, quelles sont les véritables troupes rwandaises selon la compréhension du Rwanda et de la RDC. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr sur le terrain, il y a encore beaucoup de confusion, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et voilà, c'est quand même un acte à saluer, bien qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir sur le plan de la matérialisation et de l'applicabilité de l'accord en question sur le terrain. Alors, les doutes que vous venez de soulever, c'est dû au fait pour les deux chefs d'État n'est pas donc par rapport à leur attitude, pas de poignée de main, les sourires en tout cas n'étaient pas aussi au rendez-vous à part Donald Trump. Déjà, c'est un point, je peux dire négatif, ou parmi ces points qui font à ce qu'aujourd'hui l'opinion, une certaine opinion reste sceptique par rapport à la matérialisation de tous ces engagements pris à Washington. Mais oui, justement, parce que vous savez que c'est le combat diplomatique, tous les gestes, tous les faits comptent, même le langage, la communication, tout est communication. Quand vous voyez même la disposition de la manière dont ils étaient assis, moi j'ai douté très fort disant que est-ce que véritablement les États-Unis d'Amérique étaient véritablement les médiateurs ou il fait partie des signataires. Et du coup, lorsque vous tentez d'observer même la signature de l'accord avec Boulos en juin 2025 et avec Mme Kaikwamba et M. Olivier pendant cette période, les États-Unis font partie des signataires, c'est-à-dire ils font partie intégrante du conflit, si on peut le dire ainsi, parce qu'il y a des intérêts visés par les États-Unis. Contrairement au processus de Doha, où vous avez l'émir du Qatar qui joue effectivement la médiation. À ce niveau ici, vous verrez même en termes de disposition, Tshisekedi était à gauche, Kagame au milieu, et puis Donald Trump à droite. Et pourtant, en réalité, donc Christophe, les dispositifs... c'est le président Donald Trump qui devrait être au milieu, et de part et d'autre, vous avez Tshisekedi et Kagame. Oui, donc les dispositifs protocolaires pour vous pose déjà problème pour donc ce qui concerne voilà pour tous ces petits détails comme vous êtes en train de les dire. Trump qui devrait être au milieu, Kagame et Tshisekedi aux côtés du président américain, mais bon, on a vu plutôt Kagame encadré par Tshisekedi et Donald Trump. Oui, bon, comme j'étais en train de le dire, parce que là où Kagame s'est retrouvé, c'est effectivement les médiateurs. Mais ici, cette disposition prouve à suffisance que les trois pays sont partie intégrante du conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiateurs et tous, effectivement, sont en train de co-gérer. Ils sont en train de co-participer à la construction de la paix en RDC, moyennant les intérêts de part et d'autre. Et ils ont maintenant invité les témoins pour venir assister à leur deal, comme on est en train de le dire. Et vous avez maintenant, je l'ai dit, ils ont invité l'Union africaine représentée par l'Angola, qui était l'ancien médiateur au conflit, après avoir jeté les éponges et remettre ça à M. Nyasingbe. Et après, nous sommes partis nous-mêmes avec le Rwanda au niveau du Qatar, parce que le Qatar aussi, c'est un pays qui vise des intérêts, parce qu'en politique, il n'y a pas d'amitié. Le Qatar vise ses intérêts, qu'il soit en RDC ou au Rwanda. Et également le Burundi, comme je l'ai dit, le Burundi qui fait partie des forces qui combattent aux côtés des FARDC, mais également, si nous pouvons revenir sur les aspects liés même au délai et aux différents discours qui se sont succédés depuis le 27 juin, le président de la RDC et même Mme Kaikwamba nous avait dit que l'entérinement de l'accord a été conditionné par le retrait des troupes rwandaises. Et quand on parle de retrait des troupes rwandaises en RDC, on voit l'AFC M23. Au même moment, M. Boulos avait dit cet accord
n'est que la partie remise en attendant l'aboutissement de ce qui sera signé au niveau des Doha. Ce qui n'est pas encore le cas. Doha, le 19 juillet 2025, on a signé un accord de principe. Oui. Entre-temps, il y a une autre résolution qui souffre dans les tiroirs des Nations Unies et sur le terrain, c'est la résolution. Et ici, l'accord de Washington qui ne reconnaît pas, parce que la résolution reconnaît l'agression et la présence de troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Mais lorsque vous signez l'intégralité de tout cet accord de Washington, il n'y a nulle part où le Rwanda est pointé comme l'agresseur. Il n'y a nulle part où il est reconnu que le Rwanda est en République démocratique du Congo à travers le 1-23. Par contre, on signale qu'il faut le respect de la souveraineté des pays. Oui. Mais la souveraineté du Rwanda n'est pas menacée. C'est la souveraineté de la RDC ici qui est menacée. Parce que lorsque le Rwanda parle de ses forces défensives, il parle effectivement de toutes ces mesures qu'ils ont renforcées aux côtés des frontières de la République démocratique du Congo. Oui. Mais pour moi, après toutes les analyses, les États-Unis ne doivent pas s'ingérer dans les affaires intérieures du fonctionnement de chaque pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire au Rwanda de renforcer ces mesures aux côtés des frontières de la République démocratique du Congo. Oui. Et pour moi, ça, je me dis, est-ce que les négociateurs ont su comprendre chaque terminologie ou chaque concept utilisé? Et de l'autre côté, vous êtes dans la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de la souveraineté et des retraits de troupes, les retraits de troupes ici, c'est justement l'AFC M23, que le Rwanda comprend que pour eux, les mesures défensives pour eux, c'est de créer cette zone tampon pour repousser de loin les FDLR. Les FDLR que le gouvernement congolais a reconnu qu'il va neutraliser, alors qu'ils se retrouvent dans des zones où c'est le Rwanda qui contrôle à travers l'AFC M23. Donc, au départ, il fallait exiger aux États-Unis, malheureusement qui n'a pas véritablement joué le rôle de la médiation, de la même manière qu'ils nous ont imposé un processus similaire de Doha, c'est de la même manière qu'ils devraient recommander au Rwanda, justement, de négocier avec les FDLR qu'ils considèrent qu'ils représentent une véritable menace pour le Rwanda et pour une paix durable. Le Congo n'a pas de camp pour garder nos seulement FDLR et il n'a pas non plus de capacité pour défaire les FDLR qui, du reste, sont des forces résiduelles par lesquelles nous avons même les Nations Unies ici avec la MONUSCO. 22 ans après, nous tous, nous avions eu du mal. Et la communication du gouvernement, c'est quoi? Bien que les FDLR n'existeraient plus, mais nous voulons vider le prétexte du Rwanda. Mais le Rwanda tient aussi à ça. Parce que le fait pour vous d'accepter que vous allez neutraliser les forces, il faut dire la vérité à la population congolaise que nous l'avions accepté naïvement, justement parce que nous voulons la paix. Et cette paix, lorsque vous le voulez, Jenny, vous avez fait des études de sciences politiques, la paix s'est construite à travers la mise en place des forces de défense et de sécurité efficaces, mais pas à travers de différents mécanismes d'accord, parce que chaque État est autonome de s'organiser, en fait de se sécuriser. Et ici, la sécurité du Rwanda se joue en République démocratique du Congo, d'une part, parce qu'ils savent que le seul motif de leur agression, de leur existence comme langage dans la diplomatie et dans la communauté internationale, c'est justement indexer les FDLR. Et le gouvernement congolais les a ouvert cette brèche en acceptant qu'ils vont neutraliser ensemble les FDLR. Et pourtant, pour les M23, pour le Rwanda, les FDLR, c'est toute personne qui est contre la politique expansionniste du Rwanda. Ce sont ces Wazalendo-là qui se battent jour et nuit pour manifester leur volonté à défendre la patrie. Et un autre élément très important, c'est que dans l'accord, on n'a pas mentionné le sort de Wazalendo. Et ici, on les considère tous comme la neutralisation des FDLR et des groupes armés. Les groupes armés sont lesquels nous connaissons aujourd'hui. Et ce sont les compatriotes Wazalendo qui se battent aux côtés des FARDC, aux côtés des forces burundaises pour défendre la patrie. Indirectement, on comprend qu'avec l'accord signé, donc entériné hier, c'est aussi contre les Wazalendo, parce que là, on parle des groupes armés. Et les groupes armés, justement, aujourd'hui, ce sont bien sûr
ces gens-là qui se sont mis ensemble pour se constituer en Ouazalendo. Donc, ils font partie de ceux-là qui seront aussi neutralisés. Et là, même la neutralisation pose aussi problème. On ne sait pas si elle va se faire de manière conjointe entre les forces rwandaises et forces congolaises. Vous venez de soulever un aspect aussi très important, c'est que les FDLR se retrouveraient aujourd'hui dans les zones contrôlées par l'AFCM 23. Comment y accéder? Voilà autant de questions qui restent pendantes malgré l'entérinement de l'accord de Washington. Alors, ici, ils sont revenus même sur les missions du CONOPS. CONOPS, comme vous le savez, c'est le concept des opérations. Concept des opérations pour la neutralisation des FDLR et les différents groupes armés. Oui. Mais vous verrez qu'ils soient à Nairobi, où on a pris en compte justement cette dynamique des groupes armés. En Angola, on n'a pas fait mention de ça. À Doha non plus, mais également pas à Washington. Raison pour laquelle il y a des forces sociales et politiques en République démocratique du Congo qui combattent au-delà de tous les processus de Washington et de Doha, qui est un dialogue national. Parce que c'est justement ce dialogue national qui doit définir le sort de Ouazalendo. On va en parler, Christophe. On reviendra sur les processus interne, mais en parlant toujours de Washington, tout ce qui se passe, oui, c'est l'économie, c'est la paix. Alors, en vous entendant parler, c'est comme si on n'a pas abordé cette question avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup de précision dans les détails. Surtout, les Américains, c'est comme s'ils se sont juste contentés du fait d'accueillir les deux chefs d'État, de prouver à la face du monde qu'ils viennent de permettre à ce que Kagame Tshisekedi signe finalement cet accord, mais dans le fond, on comprend que beaucoup reste à faire et on n'a pas justement abordé tous les détails. C'est ça maintenant la conséquence de négocier en position de faiblesse. Parce qu'actuellement, en position de force, on me remettrait toutes ces questions sur la table pour justement, par exemple, imposer aux États-Unis en disant de la même manière que nous souffrons avec ce que vous appelez les rebelles, alors que pour nous, ce sont des agresseurs utilisés par le Rwanda. C'est de la même manière que le Rwanda connaît que nous reconnaissons également les forces résiduelles de FDLR. Il serait lié que le Rwanda ouvre aussi les portes de négociation avec le FDLR. Par et d'autre, chacun soutient de ces rebelles. Ici, il n'est nullement question, parce que le Rwanda qui reconnaît les FDLR comme un mouvement terroriste avec lequel il négocierait jamais, c'est la même posture et la même position que prennent les États-Unis face au mouvement terroriste. Ils se disent aussi qu'ils ne négocieront jamais. Mais autant que vous refusez de négocier avec les FDLR, qui se reconnaissent comme des Rwandais, et vous voulez que nous puissions les neutraliser, mais en les neutralisant, nous allons les remettre où? C'est-à-dire, lorsque vous lancez des opérations, les champs de bataille, c'est la République démocratique du Congo. Ce sont des Congolais qui vont souffrir. C'est la faune et la flore congolaise qui vont souffrir. Ce sont les militaires congolais qui seront engagés. Et ils se sont décidés qu'ils mettraient en place le mécanisme de force. Est-ce qu'on va faire les nations? Est-ce qu'il y aura crainte que tous les Congolais possèdent ce qu'on appelle l'intégration des forces de 1-23 au sein des FARDC? Parce que ça aussi, c'est reconnu par l'accord de droit, bien qu'on nous trompe avec les termes traçage, mixage. Même à Washington, oui, même à Washington, Christophe, il y a une disposition. Oui, même à Washington, il y a une disposition qui parle de l'intégration. Après les désarmements, on évoque aussi l'intégration des différents groupes armés. Même l'accord de Washington parle de cette disposition. Mais c'est comme si on revenait sur la même question, parce que même pendant la période de Kabila, où nous avions été assistés par la MONUSCO dans les programmes de démobilisation, des engagements et de réinsertion. Oui. Actuellement, nous revenons avec le programme PDDRCS pour la relève communautaire. C'est presque la même chose, parce que les cantonnements qui avaient été annoncés à Angola depuis novembre 2022
le M23 a boycotté, et après, il devrait se retrouver à Rumanga pour un premier temps, pour le précantonnement, et ensuite au niveau de Kindu. Oui. Mais tous ces processus, puis manifestement de mauvaise volonté des partis, quelle est la baguette magique actuellement que les États-Unis vont utiliser pour que cet accord soit respecté? Bon, c'est ça ce qui reste la question. Tout le monde... Est-ce que nous devons nous contenter de signer les accords alors que nous savons que nous souffrirons nous souffrirons de la mise en application? La particularité... De l'autre côté, oui. Le Rwanda, je finis. Oui, allez-y. Qui prend au sérieux, cette initiative, a fait passer cet accord au niveau de son Parlement pour la ratification, pour prouver qu'ils sont de bonne volonté. Et ils vont le dire aux yeux du monde entier et auprès des États-Unis. Ils vont le dire à tous leurs députés et à l'ensemble du peuple rwandais que voici désormais l'accord qui nous est lié avec la RDC, pour lequel nous avons l'intérêt de gérer les parcs avec la RDC. Oui. Nous avons l'intérêt de gérer les minéraux avec la RDC, de gérer les gaz méthane qui vont avec la RDC, d'entretenir le commerce transfrontalier avec la RDC. Et du coup, avec ou sans Kagame, nous sommes tenus par cet accord, c'est-à-dire même les autres qui viendront, ils nous opposeront toujours cet accord. Et pour moi, c'est une plainte parce que ça pourrait générer de nouveaux conflits dans les futurs. Parce que le Rwanda n'a jamais caché ses velléités expansionnistes en RDC. Mais par contre, dans notre pays, de la même manière que nous avions intégré l'Eastern Africa Community sans que cela passe par le Parlement, nous commettons encore la même erreur d'aller signer notre accord qui engage tout un avenir de notre pays sans que cela passe par le Parlement. Donc, vous comprenez déjà le problème qu'il y a de part et d'autre. Les uns prennent la question très au sérieux pour l'avenir de leur pays, mais chez nous, je ne sais pas si c'est par oubli, c'est par méfiance, ou carrément c'est par une certaine suprématie politique que le président de la République veut mener un processus tout seul pour qu'il en sorte peut-être le sauveur ou le héros, on ne sait pas. Mais pour moi, je pense que cet accord devrait être passé au Parlement, traité point par point, et avant sa signature, nous saurions également dans quoi est-ce que nous sommes engagés. Parce que lorsque vous prenez même les explications de part et d'autre, après la signature, c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères et le ministre congolais avec l'ensemble de toute la délégation, ils ne parlent pas le même langage. Alors, ils ne parlent pas le même langage. Christophe, comme vous revenez sur... c'est déjà une polémique aussi qui enfle l'opinion congolaise. Déjà, le Parlement qui n'a pas été saisi bien avant, mais on a suivi hier, je crois que c'était sur Top Congo, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji, qui était aussi à Washington, il a assisté à cette cérémonie. Ben, il a dit que le Parlement, ou disons l'Assemblée nationale, après cet entérinement, va enfin se réunir pour procéder à la ratification. C'est ce que lui-même a dit hier. Alors, je ne sais pas quelle est l'étape qui doit précéder, mais il a dit après l'entérinement, comme ça a été fait hier, donc ils vont aussi se réunir, les députés, tout ça, pour procéder maintenant à la ratification. Donc, voilà donc il ne faut pas peut-être s'inquiéter quant à ça. Non, il y a beaucoup d'inquiétudes. Ça aurait été signé le 27 juin 2025. Voilà. Lorsque vous prenez du 27 juin 2025 au 4 décembre 2025, ça fait 5 mois et 7 jours. Oui. Que faisait le Parlement pour solliciter ce dossier en fait d'affaire un débat? Parce qu'il faut préciser justement que cet accord a été signé pendant les vacances parlementaires. Oui. Parce que la session de mars s'est clôturée le 15 juin. Oui. Et 12 jours après, l'accord a été signé. Il fallait convoquer, parce qu'à l'époque c'était le président Kamere, il fallait convoquer une session extraordinaire pour tabler autour de cette question. Et ou carrément attendre la rentrée parlementaire du 15 septembre 2025 pour que cela soit figuré parmi les points à l'ordre du jour. Oui. Mais pourquoi avoir entendu 5 mois après la signature, c'est-à-dire
nous risquons d'aller. Nous sommes déjà devant, non seulement devant un fait accompli, mais nous avons perdu assez de temps. Parce que pour le Parlement, qu'est-ce qui les avait empêchés pendant plus de 5 mois de traiter autour de ce dossier, en fait d'aller les ratifier après l'entrée. Ils étaient préoccupés par autre chose. S'il y a des points qui fâchent l'arsenal juridique interne, oui. Comment nous allons encore les renier? Alors qu'on avait la possibilité de se dire, justement, notre Parlement, qui est le représentant du peuple congolais, a vu tel point et tel autre point, doivent faire l'objet de nouvelles discussions avant l'entérinement des signatures. De la même manière que le Rwanda l'a fait, c'est de la même manière que nous devions le faire. Pourquoi les pays que nous taxons être dirigés dans la dictature respectent certaines normes législatives et nous qui sommes réputés un pays démocratique, nous agissons comme si il n'y avait pas des institutions et des lois qui régissent le fonctionnement de l'État. Donc, ce n'est pas même une polémique, mais c'était une obligation légale qu'il fallait respecter afin de doter toute la légitimité aux acteurs qui iront justement signer cet accord et que cela soit intériorisé par le peuple congolais parce qu'aujourd'hui l'opinion est divisée quant à la signature de cet accord. Il y a beaucoup de pièges dedans. Et c'est la question que je vais vous poser, Christophe. Alors que nous n'avons pas une compréhension commune. Est-ce que le président de la République, demain ou après-demain, il ne va pas se plaindre de la même manière qu'il s'est plaint par rapport à l'intégration dans l'EAC, où vous avez le Kenya, vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda, et qui nous poignardent. Sans saisir aussi le Parlement. Bien avant. Organisation sous-régionale. Alors, Christophe, voilà, Christophe, comme vous venez de le dire, l'opinion congolaise divisée, une frange de l'opposition qui parle, qui évoque, voilà, beaucoup de dangers avec cet accord, brader les minerais de la République démocratique du Congo, parce que ça aussi, hein, comme vous l'avez à les minerais, on saura comment peut-être gérer ça. Le Rwanda peut y trouver quelque chose, les Américains et même la République démocratique du Congo, au lieu que ça passe encore par des voies souvent illégales. Mais là, on ouvre finalement la porte pour qu'on traite tout ça de façon beaucoup plus officielle. Est-ce qu'il fallait aller aux États-Unis pour gérer la question des minerais, surtout qu'en 2009, il y a le président français Sarkozy qui était arrivé en République démocratique du Congo et qui l'avait recommandé aux deux pays pour une stabilité commune. Le Congo qui est un scandale géologique avec plusieurs ressources minières très rares. Le Rwanda qui est un pays, en tout cas on ne dirait pas un pays pauvre, mais un pays qui a besoin aussi de survivre. Et du coup, s'il n'y a pas une entente entre les deux pays, nous serons contraints de vivre dans un conflit éternel. À l'époque, c'était le président Kabila, nous avions dit niet, ça ne peut pas passer. Et il y a l'opposition à l'époque où le président Tshisekedi s'est retrouvé. On était tous très radicaux et extrémistes par rapport à cette question. Mais aujourd'hui, 16 ans après, nous retournons sur la même recommandation du président français. Et moi, je l'ai écrit sur mon compte X, disant que ce qui s'est passé à Washington n'est que la finalisation ou la matérialisation que Tshisekedi et Kagame avaient commencé vers les années 2020-2021 en bilatéral. Parce que rien de nouveau sur le plan économique n'a été évoqué ici. Tshisekedi et le président Kagame, depuis les années 2020-2022, ils étaient décidés de coopérer avec tout ce que vous connaissez comme le fameux carnet d'adresse du Rwanda, qui a une très bonne réputation au niveau de la communauté internationale. C'est-à-dire, on était déjà sur la même voie. L'extraction de l'or de Sakima, tout ça. Justement, pourquoi avoir entendu toutes ces conséquences humaines et matérielles pour aboutir à la même chose que vous aviez déjà entamé vous-même? Raison pour laquelle il a toujours été dit que lorsque vous gérez les pays du tiers-monde, parfois vous êtes confronté à certaines réalités pour lesquelles vous n'avez même pas le droit de prendre des décisions. Parce qu'ici, je reviens sur
le cadre d'intégration économique et régionale. Oui. Alors, Christophe, oui, l'intégration l'intégration économique régionale, oui. Justement, les partis, il y a une longue litanie là-bas, élargissent la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux. Oui. On l'avait déjà commencé. Bien sûr, bien sûr. Le développement hydroélectrique. Ici, vous avez les barrages de Ruzizi. De Ruzizi, oui. Parce que ces barrages également, c'est un barrage qui a été construit dans le cadre de la CPGL où vous avez le Rwanda, le Burundi et la RDC. Justement. Vous avez les dérisquages des chaînes ici, nous parlons de gestion des gaz, méthane et tout consort, et des chaînes d'approvisionnement à minéraux. Oui. C'est-à-dire, il y a un conseiller à la présidence qui s'appelait Marcel Bilomba, qui avait dit que le Rwanda, c'est un pays justement qui a un carnet d'adresse et qui a une bonne réputation aussi de la communauté internationale. Et nous avons les minéraux. Pour sous-entendre que nous n'avons pas de carnet d'adresse et que le Rwanda a déjà construit des raffineries. Ça peut faire le Rwanda. Au niveau de l'Afrique, avec tout ce qu'il y a comme attraction touristique, nous avions décidé de le faire en partenariat. On était déjà sur le point de la sécurisation des frontières communes. de la sécurisation transfrontalière oui. Pour les polices rwandaises et congolaises déjà en novembre 2021, c'était déjà convenu de la sécurisation des frontières jusqu'à déployer la police rwandaise à Goma. Et vous êtes parmi ceux-là qui avaient contesté, je me rappelle bien. Oui, justement, on avait dans les rues à Goma, partout, là-bas, avec des manifestations comme pas possible. Oui, parce que les Congolais avaient refusé. Nous savions que le Rwanda, c'est un pays hypocrite. C'est un pays, justement, avec les dirigeants qui ont des velléités expansionnistes, des dominations et tout consort. Oui. Et nous avions refusé. Alors, on était déjà sur le point de construire un village moderne qui devrait coûter, sur le don du gouvernement rwandais, qui devrait coûter 30 millions de dollars, c'est-à-dire tout ce que Kagame et Tshisekedi avaient déjà entamé en 2021 et 2020, c'est la même chose qui a été reprise dans l'accord de Washington. Mais il y a une particularité, Christophe Mouissa. Il y a une particularité. On est passé de conflit en conflit. Pardon? Il y a une particularité avec Washington, parce que là, c'est Donald Trump, la première puissance mondiale. Là, à l'époque, c'était de manière beaucoup plus bilatérale entre les deux pays. Mais voilà, là, on a les Américains quand même qui interviennent. Mais quand vous parlez du Rwanda, quand on parle du Rwanda, les États-Unis ont toujours été présents là-bas. Aujourd'hui, tout cet orgueil qui possède le président Kagame, vous avez vu comment il a réuni les sénateurs américains des partis républicains là-bas, parce que pour eux, c'est un enfant américain. C'est un enfant américain. Nous avions aussi fait recours à un parrain qui a déjà une position d'avance. Parce que vous avez les Bill Gates qui investissent au Rwanda. Vous avez plusieurs Américains, les Elon Musk et les autres qui investissent au Rwanda. Mais est-ce qu'ils investissent chez nous? Non, ils ont tout intérêt à préserver le Rwanda pour que ces pays n'entrent pas en conflit, n'entrent pas en guerre, pour ne pas compromettre leur investissement. Voilà pourquoi ça passe par un retour de la paix, Christophe. Ça passe par un retour de la paix. Si une fois la stabilité est en République démocratique du Congo, ces mêmes investisseurs, il faudra qu'il y ait aussi une politique attractive côté congolais. Et puis, si il y a la paix, les investisseurs peuvent aussi venir ici. Parce qu'au Rwanda, ils interviennent. Peut-être qu'il y a une bonne politique là-bas. Et peut-être là aussi, la stabilité est au rendez-vous. Si c'est le cas en RDC, ils peuvent aussi venir. Non, je pense que vous ne comprenez pas bien cet accord. Par rapport à l'explication claire, c'est quoi? Oui. Le Congo, c'est un gisement, un pays d'exploration. Le Rwanda, c'est le pays de transit. Oui. C'est-à-dire stockage et transit et consort, où on va estampler Congo-Rwanda pour aller maintenant les amener dans les industries finales où on doit avoir des produits finis. Donc, pourquoi, si les États-Unis et nos négociateurs n'ont pas dit non, comme le Rwanda n'a pas de minéraux, de la même manière que nous avons la possibilité de nous-mêmes aussi
Et vous, vous insécurisez chez nous pour que nous ne puissions pas construire des industries, nous ne puissions pas construire des raffineries. Pourquoi ne pas construire aussi des raffineries chez nous? Parce que ce sont des Congolais qui doivent trouver des emplois et que vous, nous devenons justement un pays d'exploration et non un pays de transformation. Parce que ça aussi, c'est la question. Et du coup, vous explorez chez nous, vous les Américains, vous passez par le Rwanda, mais qu'est-ce que le Rwanda apporte dans cet accord? Parce que nous, nous apportons les minéraux. Oui. Les États-Unis vont amener les investisseurs. Et le Rwanda apporte quoi? Son carnet d'adresse. Comme nous-mêmes, on les vantait. N'apporte que son carnet d'adresse. Et nous, nous facilitons la commission parce que le Rwanda maintenant joue le rôle des commissionnaires. Et ce sont nos minéraux, c'est sur nos minéraux qu'ils vont jouer cette commission. Oui, peut-être c'est le fait aussi. Au-delà de l'aspect économique et de la paix, on ne voulait pas la paix pour la paix. Parce que le jour où il y aura rupture de cet accord, c'est-à-dire nous allons revenir à zéro et le Rwanda va continuer à faire la guerre. Peut-être c'est le fait de légaliser ce que le Rwanda... Négocier directement avec les Américains, comme on avait déjà les points de discordance avec le Rwanda, oui. Nous allons discuter directement avec les Américains et que les Américains pèsent de tout leur poids pour non seulement sanctionner le Rwanda, parce que les États-Unis n'ont pas reconnu l'agression en RDC, parce que pour eux, le Rwanda, c'est leur marionnette qu'ils utilisent dans la région de Grand Lac à travers Kagame. Et du coup, les mêmes pays qui vous agressent, on vous oblige de signer des accords de coopération économique, des accords sécuritaires, des accords économiques. Et ces accords, malheureusement, pour le problème de la RDC, c'est élargi dans la sous-région. C'est élargi parce que le Burundi aussi, maintenant, il voit ses intérêts. Et demain après demain, ça donne l'impression que pour avoir accès aux minéraux de la RDC, il faut le faire la guerre. Voilà. Alors déjà, donc c'est une façon peut-être donc de légaliser ce que le Rwanda a toujours fait durant ces 3 décennies en République démocratique du Congo. On est en train maintenant de légaliser au travers de cet accord. Ils peuvent venir jouer le rôle là des commissionnaires et gagner quelque chose. Mais pour la République démocratique du Congo, avec tout ça, Christophe, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi quelque chose à gagner, que ce soit sur le plan économique? Bon, c'est vrai, sur la paix, il y a encore d'autres préalables, mais sur le plan économique, ne pensez-vous pas qu'il y a des choses que la RDC peut aussi gagner avec cet accord? Quand vous entendez les officiels congolais, est-ce qu'ils vous parlent des intérêts économiques? Ils ne vous parlent que de la paix. C'est le Rwanda et les États-Unis qui parlent économie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat. C'est justement. Ils vous disent tous, pour nous, la priorité, c'est la paix. C'est-à-dire, au-delà des intérêts, et nous-mêmes, nous savons comment est-ce que les gestions des ressources minières sont gérées chez nous. C'est beaucoup plus une question de népotisme familial et consort. C'est-à-dire, pour nous, nous sommes plus concentrés par la paix. Et cette paix, malheureusement, pour moi, elle est éphémère parce qu'elle est liée par l'économie. Et le jour où l'économie aura des difficultés de fonctionnement entre le Rwanda et les États-Unis, et où peut-être lorsque notre président ou les Congolais se décideront de rompre parce que les accords se font et se défont, c'est-à-dire on nous replongerait dans la guerre. Parce qu'on vous dira, vous avez signé de bonne volonté cet accord qui, pour moi, a une durée indéterminée parce qu'il n'y a pas de date d'expiration. C'est-à-dire, nous restons intimement, mutuellement liés à cet accord, peut-être jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je me dis, mais est-ce que nous aurons des présidents et les Congolais qui remettront cet accord sur la table pour en débattre point par point, élaguer tous les points qui fâchent, qui vendraient la souveraineté de l'État congolais, pour que nous puissions nous décider finalement sur notre sort. Nous dirons aux Américains, si vous voulez négocier avec nous, ça sera directement avec nous. Donnez-nous tous les moyens nécessaires, accordez-nous les appuis nécessaires, et lorsque le Rwanda voudra faire la guerre, est-ce que nous avons des mesures de forces de défense et de sécurité capables de faire la guerre au Rwanda s'il ne veut pas coopérer de façon bilatérale? Mais nous mettre tous dans la tripartite et nous traiter de la même manière que le Congo doit respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté du Rwanda, alors que nous ne les agressons pas, nous n'avons pas de rebelles chez eux. Vous prenez les Congolais, vous leur dites, vous demandez au Rwanda de respecter l'intégrité et la souveraineté de la RDC, alors que vous soutenez les rebelles qui sont là, vous avez des troupes sur leur sol, c'est-à-dire les États-Unis nous traitent de la même manière. Et pourtant, les victimes sont plus congolaises. Alors Christophe, on va terminer. Oui, voilà. On va terminer peut-être... déjà, là, on comprend tout ce qui... donc,
tout ce qui se passe voilà, avec cet accord, certains, voilà, où nous sommes revenus aussi sur les cessez-le-feu, tant aussi annoncé, qui n'a jamais été respecté. Alors, déjà, vous comme activiste, oui, c'est la société civile qui parle. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'instant au gouvernement congolais après avoir entériné cet accord de Washington? Nous sommes déjà liés à ça. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on doit faire? Les peuples aussi qui attendent, les Nord Kivu et les Sud Kivu, comme vous le savez, on n'arrive toujours pas à comprendre. Cet accord, finalement, sert à quoi pour la République démocratique du Congo? Alors, bon, en quelque sorte, une orientation au gouvernement congolais et surtout au peuple par rapport aux enjeux qui peuvent aussi intervenir après cet entérinement. Alors, c'est ce que moi je voulais dire, et je l'ai exprimé encore dès le départ, le peuple congolais a besoin de la paix. Aujourd'hui, je l'ai vu même dans l'accord, il y a la question du retour des réfugiés, lesquels réfugiés nous ne connaissons pas, règlement des différents comités de surveillance conjointe, surveillance économique, je vais y arriver, s'il vous plaît. Oui, permettez aussi, hein, on devrait aussi évoquer Christophe, s'il vous plaît. Et l'aide humanitaire. Christophe, permettez, on devrait aussi aborder l'aspect lié au dialogue interne, hein, justement, un peu de minutes. Ça aussi. C'est la proposition que je voulais aborder. Ah, voilà, on y va. Allons-y alors. Oui, parce que déjà les 1-23, qui se dit n'est pas lié à l'accord de Washington, c'est-à-dire pour eux, ils tiennent plus le processus de Doha, alors que par rapport à l'esprit même de l'accord de Washington, il est dit que tous les autres processus doivent être mixés. Oui. C'est-à-dire, de la même manière que le gouvernement congolais a accepté de négocier avec les gens qui ont pris les armes, de négocier avec le Rwanda, pays agresseur, pourquoi ne pas fusionner toutes ces forces à travers un accord ou un processus interne où chaque institution, chaque organisation de la société civile et même l'opposition, nous tous nous pouvons avoir un œil regardant, nous tous nous avons ce pouvoir de contrôle mutuel pour le respect des engagements pris par le gouvernement, parce que, comme je l'ai dit, dans cette division de l'opinion en interne, aucune solution ou résolution extérieure ne peut apporter de solution aux problèmes internes. Oui. C'est-à-dire, on a signé à Doha avec les rebelles qui ont pris les armes, qui tirent et qui occupent de facto les différents territoires. Nous avions accepté de signer avec le Rwanda, pays agresseur depuis 30 ans, avec beaucoup de conséquences. Pourquoi ne pas accepter un autre dialogue qui va inclure la dynamique interne, notamment l'opposition politique, le groupe armé, notamment les Wazalendo, qui sont une partie prenante. Mais aujourd'hui, concerné beaucoup plus par la RAD, Christophe, la réserve armée de la défense. Oui, ça, ce sont des textes, mais qui doivent être matérialisés parce qu'aujourd'hui, vous ne parlerez pas à un Mouzalendo qui est dans les Walikale, qui est dans les Fizi là-bas, qui se retrouve maintenant à Luvungi en plein combat, oui. Celui qui est à Lubero, celui qui est à Djougou, parce que ce conflit il est tellement élargi. C'est ça. On parle ici du 23, mais à Ituri, le Codeco, les Maï Zahir se battent avec les FARDC. Il y a le conflit avec la présence de UPDF là-bas, qui aujourd'hui, depuis 2021 jusqu'à 2025, bientôt 2020, ça fait 4 ans qu'ils sont là, il n'y a pas de solution. Les ADF. Les Grands Nord avec les ADF. Donc, le conflit est tellement complexe que nous ne pouvons pas le limiter juste au M23. C'est-à-dire le dialogue interne devra inclure tous les autres espaces conflictogènes avec les Mobondo ici à Kinshasa, qui ont récemment attaqué le parc de Kingakati, oui. Qui sème terreur et détonation dans les Kwamoutou. C'est-à-dire, si nous ne prenons pas en compte la dynamique interne, le pays risque une certaine implosion. Implosion liée à la frustration, parce que les gens vont se dire, ah, donc c'est ceux qui prennent les armes qui doivent seulement être entendus. C'est-à-dire comme le Rwanda nous a agressés et tué les Congolais, on les a négociés. Comme l'AFC du M23 de Nanga a pris les armes qu'ils ont tués, ils étaient négociés. Pour nous qui luttons en toutes nos violences, nous recommandons au président de la République convoquer un dialogue pour se répartir des responsabilités entre nous. Que fera les institutions politiques? Que fera le gouvernement congolais? Que fera la société civile
vis-à-vis de cette pression internationale qui bat et cette rébellion qui menace même le renversement de l'ordre politique et démocratique dans notre pays, oui. Comment nous allons nous contenir? Parce qu'il n'est que par le dialogue que nous saurons comment adoucir les appétits gloutons des Nanga, que nous saurons comment assouplir l'extrémisme ou la radicalité du président Tshisekedi, que nous saurons peut-être apaiser le président Kabila, qui fait aussi partie des acteurs majeurs avec ce mouvement Sauvons le Congo. Oui. Et vous avez les églises et les organisations de la société civile. Si nous aboutissons à ce processus, je vous dis certainement que le Rwanda n'aura pas à s'imposer par rapport à cet accord, parce que nous leur disons, les résolutions internes ont fixé les limites par rapport à ça, ça, ça et ça. C'est-à-dire, votre accord à vous là-bas, entre le Rwanda et la RDC, n'est pas au-dessus de la volonté du peuple congolais qui a accepté un processus de réconciliation nationale, de cohésion nationale et de la co-construction d'une nouvelle société congolaise qui devra être bâtie sur l'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, les M23 dit qu'ils se battent pour protéger les peuples swahiliphones, parce qu'ils ont commencé avec une certaine manipulation qui est, au départ, ils protégeaient les peuples minoritaires, les Tutsi et Banyamulenge. Ils ont, après avoir acquis, conquérir un nombre d'espaces où il y a plus la présence des communautés rwandophones, ils se disent qu'ils se battent pour protéger les peuples rwandophones, c'est-à-dire inclure les Hutus, les Tutsi et les Banyamulenge, les Banyabouches et tout consort. Après avoir conquis les autres espaces où il y a plus de swahiliphones, ils se disent qu'ils se battent pour les swahiliphones. C'est-à-dire, à chaque accélération de leur part, ils ont de nouvelles revendications. Et comme nous sommes divisés du côté de la gestion du gouvernement, ce sont des discours qui passent. Et quand ces discours passent, la mauvaise gouvernance nous menace de l'autre côté. En tout cas, nous risquons gros. Merci Christophe Mouissa. Nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui vont venir brutaliser ce processus démocratique que nous avons en RDC, oui. Où on menace de créer une république fédérale, c'est-à-dire ça passera par des mécanismes anticonstitutionnels et qui sont déjà avec les armes. Justement. Et du coup, si le président de la République en tout cas, ne fédère pas le peuple autour de lui, oui. Pour que nous tous nous puissions faire face, parce que le président ne doit pas faire la confusion entre ceux qui se battent pour la République et ceux qui se battent pour lui. Voilà. Les Somalais qui se battent, ils ne se battent pas pour Tshisekedi, ils se battent pour la République. Et demain après demain, si Tshisekedi ne prenne pas en compte cette dynamique, il risque de retourner contre la République. Ça sera encore des pertes énormes, alors que le gouvernement a beaucoup investi voilà, dans la défense de la patrie. Christophe, en tout cas, je vous le promets peut-être, hein, prochainement, il serait mieux qu'on revienne justement sur toutes ces questions, sur la gouvernance, sur aussi l'engagement citoyen. Prochainement, en tout cas, toujours sur Web Info, on reviendra sur tous ces aspects. Parce que c'est vrai, avec l'accord, il y a beaucoup de choses à dire, tout en restant aussi très vigilant, tout en suivant de près tout ce qui se passe, en termes même du respect de tous ces engagements. Christophe, je vous dis sincèrement merci pour nous avoir accordé justement ces temps et revenir sur toutes ces questions d'actualité. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là Christophe Mouissa, activiste de la société civile. Vous venez de comprendre, voilà, il vient de nous donner son inquiétude par rapport, oui, c'est bien bon de signer un accord, mais les contenus, vous comprenez, vous venez de comprendre que ça pose problème. Il est même revenu aussi sur cette polémique, le Parlement, tout ça, et c'est le temps pour moi de vous balancer les propos du président de l'Assemblée nationale depuis Washington. Aimé Boji Sangara, il a précisé que le Parlement va, donc l'Assemblée nationale, parce qu'il est le président de l'Assemblée nationale va se réunir aussi pour faire un débat autour de ça. Pourquoi pas ratifier, donc la ratification va intervenir après, alors je ne sais pas ce qu'ils vont apporter comme modification, et donc tout ça aura de conséquences aussi sur l'accord, parce que c'est déjà signé à Washington. Je ne sais pas qu'est-ce que le Parlement peut faire encore. Mais suivez tout de même Aimé Boji pour ne pas dire encore que nous sommes en train de parler, de créer des propos et nous mettons justement la responsabilité des autorités sans que ces dernières ne disent un mot. Alors suivez vous-même et puis à vous de tirer des conclusions. C'est aussi ça, mesdames et messieurs, la méthodologie. Ma présence ici démontre clairement que le Parlement accompagne le gouvernement dans cette démarche qui vise à rétablir la paix à l'est de notre pays.
Deuxièmement, notre constitution prévoit des mécanismes pour l'entérinement des engagements pris par le gouvernement. Il s'agit ici de l'article 213 et 214 de notre constitution. Donc dans les jours à venir, le gouvernement va présenter cet accord au Parlement pour ratification. Donc c'est un processus normal qui permet au gouvernement de s'engager en ce qui concerne les accords de paix et ensuite au Parlement d'entériner ces initiatives du gouvernement. Est-ce que le Parlement a été tenu informé au fur et à mesure de l'évolution des négociations de tout ce qui se passait? Tout le monde était informé. L'accord a été signé le 27 juin et donc ce n'était pas un secret. Tout était connu, le texte était connu et donc le Parlement, comme toutes les autres institutions, était informé de l'initiative du gouvernement. L'entérinement du Parlement est obligatoire ou la discussion au niveau du Parlement peut susciter problème sur le fond du texte? Pourquoi est-ce que la discussion devrait susciter problème sur le fond du texte? La démarche est saluée par tous les Congolais. Tout le monde veut la paix. Ce n'est pas le Parlement qui représente le peuple congolais qui va aller dans le sens contraire. Et donc, c'est un besoin réel, le rétablissement de la paix à l'est de notre pays. Et le Parlement, qui porte la voix du peuple, ne peut que suivre cette démarche louable et salutaire pour nous. Aimé Boji Sangara, président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, qui est revenu sur cette polémique, mesdames et messieurs, le Parlement n'a pas été saisi. Mais bon, il vient de dire qu'ils vont ratifier après. Mais là, c'est aussi une façon peut-être de créer d'autres, d'essayer un peu de colmater les brèches. Là où ils ont mal procédé, ils essaient un peu de découvrir tout ça. Donc, vous-même, vous sentez déjà ce que ça crée, même au sein de l'opinion. Alors, je vais lire quelques commentaires de vous qui nous suivez. Il y a beaucoup de commentaires. Je crois que vous êtes revenus aussi sur la lecture de Christophe Mouissa, qui était notre invité de décryptage. Aujourd'hui, je l'ai eu en ligne téléphonique. Il y a Ismaël Mobian qui nous dit « Bonjour, monsieur les journalistes. Je demande jusqu'à quand les Rwandais et ses alliés vont quitter les sols congolais. Dans cet accord, nulle part on parle bien sûr de la présence des forces rwandaises sur les sols congolais. Malheureusement, nulle part dans cet accord. Donc, on est en train de vouloir une chose, mais dans les textes, c'est le contraire, hein, quand les décideurs ont voulu. Serge Birimura dit « Salut frère, vraiment nous pouvons juste observer un mois. Un mois va nous juger, selon Serge. Voilà, observons en tout cas. Les Ouazalendo sont les réservistes de l'armée congolaise. Henri Moukania. Voilà d'autres commentaires. Job Bokalala, bonjour. Est-ce que vous dites, ce que vous dites, hein, c'est la vérité. Merci. Faut parler des minéraux comme si ça vous appartient. Je crois que c'est seulement les Congo qui doit en décider. Bon, jusque-là, la RDC a décidé, a opté pour une cogestion de nos minéraux, de nos parcs avec les Rwandais. Voilà, ça a été décidé avec cet accord. Cher Jean-Luc, il faudra quand même le retenir. Ou soit, faites un effort de lire les contenus de l'accord et vous allez vous-même comprendre ce qu'on a pris comme engagement. Les cadres d'intégration économique, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Je crois qu'avec la réalisation, on peut même nous balancer quelques images. Montra la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba, et c'est lui du Rwanda en train de signer, hein, justement en présence du secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, et Massad Boulos était aussi présent. C'était hier toujours. Donc hier, il y avait eu beaucoup de signatures, toujours dans le cadre de l'accord de paix de Washington, un accord de paix, mais aussi un accord économique. Voilà, il y a eu donc beaucoup de choses qui ont été réalisées hier. On a signé ce cadre d'intégration économique. On a accepté cela. C'est vrai, le président Félix Tshisekedi était d'accord avec ça. Dans un premier temps, il disait que la paix tout d'abord avec les retraits des troupes rwandaises. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui a empêché encore qu'on reste focus, ou disons qu'on reste beaucoup plus, qu'on s'appuie sur cette ligne rouge. Mais bon, on a signé. Selon Kinshasa, les troupes rwandaises sont toujours là. Mais on a tout de même signé. Et même les cadres économiques, tout ça, les cadres d'intégration économique, on a tout signé. Voilà, on continue.
Est-ce qu'il y a seulement Christophe qui est très intelligent, qui est plus que les Congolais? Ce sont des manipulateurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Si lui, il est manipulateur, vous qui n'êtes pas manipulé, qu'est-ce que vous pensez aussi par rapport à ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qui ne cadre pas avec la vérité? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, c'est ça aussi, moi je l'ai toujours dit. Hier, nous sommes revenus sur ces points avec Gaëtan sur ces plateaux. C'est aussi mieux que les Congolais abordent des questions qui concernent leur pays avec beaucoup de sérieux et surtout qu'on y mette un tout petit peu de l'intelligence. Parce que tout ceci, mesdames et messieurs, nous concerne. Imaginez, il y a des Congolais jusqu'à présent qui ne connaissent pas le contenu de l'accord signé. L'accord signé le 27 juin, antérieur aussi hier, en présence de Donald Trump. Il y a des Congolais qui ne connaissent pas tout ça, les contenus de cet accord. Ben, mais comme il y a tous, nous sommes malheureusement à un certain moment divisés. Pourquoi je parle de la division? Il y a les pro-Tshisekedi, les pro-Kabila, je ne sais pas, les pro-tel, et on est beaucoup plus liés par des individus au lieu de voir la République. Et comme on ne voit pas la République, même s'il y a des questions qui fâchent l'intérêt de tous les Congolais, on s'appuie toujours sur les leaders politiques, tout ça, au lieu de voir la République, malheureusement. Alors, beaucoup de commentaires justement des gens qui sont en train bien sûr de nous regarder. Je rappelle, je précise plutôt, nous sommes en direct sur Wab Info Télévision. Alors, après l'accord, ou disons après les discours de Tshisekedi, les discours de Kagame, précédés par celui de Donald Trump, mesdames et messieurs, un briefing presse spécial a aussi eu lieu toujours à Washington. Les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, André Wameso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, il est aussi parmi ceux-là qui étaient là dès le départ de tous ces processus au niveau de Washington. Donc, il connaît quand même quelque chose par rapport à ça, mais aussi les ministres nationaux, c'est le vice-premier ministre aussi, hein, je crois, Daniel Mukoko Samba de l'économie nationale. Ils ont organisé un briefing presse pour expliquer aux Congolais les contenus de cet accord. Alors, je vais vous laisser suivre d'abord Kaikwamba, Madame Thérèse Kaikwamba, voilà, qui parle ici, mesdames et messieurs, de l'aspect, oui, les Rwandais, les troupes rwandaises sur le sol congolais, est-ce qu'ils vont se retirer ou ça, après ce qui a été fait? Est-ce que l'AFCM 23 qui dit ne pas être concerné par tout ceci, qu'est-ce passera-t-il? Voilà, qu'est-ce passera-t-il si l'AFCM 23, ce dernier qui n'est pas concerné directement par l'accord de Washington, refuse de bouger, donc tout ça, et là, essaie un peu d'apporter des réponses, mais aussi il y a une autre question posée à Thérèse Kaikwamba, donc je vais vous balancer des extraits qui vont, qui vont se suivre, voilà, de Thérèse Kaikwamba, mais aussi les engagements signés qui prévoient très clairement une concomitance, selon elle. Donc, on va, au même moment, on sera en train de neutraliser les FDLR, au même moment, on sera en train de voir les troupes rwandaises se retirer. C'est ce que Thérèse Kaikwamba a dit. Je ne sais pas si dans l'accord, c'est ce qui est évoqué, mais elle-même, elle a clarifié ces points. Donc, suivez Thérèse Kaikwamba, mesdames et messieurs, et puis on revient pour la suite, parce que nous sommes aussi en train de terminer déjà avec ces décryptages. Encore une fois, je pense que le fait que nous ayons franchi ce cap très important avec la signature au niveau de chef d'État de ces engagements, des engagements qui prévoient justement très clairement une concomitance entre le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR. Je pense que ceci nous donne un cadre assez clair qui clarifie justement ou qui explique, qui illustre les responsabilités des uns et des autres. Et il en revient au président Trump et à son équipe de savoir quels sont les leviers potentiels ou existants qu'ils veulent activer pour accélérer les choses ou pour rendre leur rôle de facilitateur peut-être plus percutant. Je ne vais pas m'étaler sur une spéculation là-dessus, mais je pense que quand un chef d'État se prononce de la sorte, il a certainement des éléments en sa possession qui le rassurent sur la faisabilité de certaines choses.
Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que, encore une fois, le M23 en tant que groupe est assez connu. Nous savons quelles sont les ramifications de ce groupe. Nous savons d'où est-ce qu'il détient les ressources et les capacités qui lui permettent d'opérer de la manière dont il opère. Donc, s'il n'y a pas de changement concrètement par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Quand vous regardez l'accord qui a été signé le 27 juin, il y a aussi justement des engagements pris par tous les États signataires de ne plus fournir un appui quelconque aux groupes armés. Et donc, je pense que cette corrélation est relativement claire entre la posture du M23, la posture que le M23 va afficher et la redevabilité et les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Washington. Alors, on est en train d'évoquer beaucoup plus la particularité avec cet accord, comme c'est à Washington, mais il faut quand même le dire, hein, la RDC et le Rwanda, ce n'est pas la première fois que les deux pays procèdent à un accord, voilà, donc ça a, et même presque le même contenu, parce que pour rappel, les mardis 30 juillet aussi 2002, 30 juillet 2002, là c'était à l'époque le président Joseph Kabila et Paul Kagame qui avaient aussi procédé à la signature d'un accord de paix, voilà, visant à mettre fin à 4 ans voilà, de guerre en République démocratique du Congo. La RDC désarmera les milices rwandaises Hutu, voilà comme on les dit tous les jours, les FDLR, ex-forces armées rwandaises, sur son territoire, puis le Rwanda acceptera de retirer ses troupes. Disait toujours cet accord signé, c'était à Pretoria en présence du président, de l'époque au niveau de l'Afrique du Sud, donc Thabo Mbeki qui était là. 23 ans après, c'est quasiment donc les mêmes accords comme les gens sont en train de le dire. Mais ce n'est pas l'avis d'André Wameso, gouverneur de la Banque centrale, lors d'un briefing presse toujours hier à Washington. Il a dit ceci: cet accord est signé à Washington. Que ce soit la RDC ou les Rwandais, personne, voilà, ne voudra discréditer les États-Unis. Alors, suivez André Wameso, mesdames et messieurs, dans cet extrait du briefing presse d'hier. Je voulais juste rajouter un petit commentaire. Cet accord est signé à Washington. Et je pense que ce soit la République démocratique du Congo ou bien que ce soit le Rwanda, personne ne voudra décrédibiliser les États-Unis d'Amérique par rapport à son implication pour cet accord de paix. C'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, mesdames et messieurs, donc l'accord déjà entériné. Et M. Boji qui nous promet, voilà, de procéder à la ratification. Ce qui est un peu surprenant, je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est ce qu'on nous dit. Même j'ai suivi les secrétaires permanents de l'Union sacrée, André Mbata, revenir pour critiquer ceux-là qui disent qu'on a mal procédé, tout ça. Lui, il pense que l'accord, la signature, c'était hier. Donc, il ne prend pas en compte la cérémonie du 27 juin, toujours à Washington. Lui, il dit que c'est hier que l'accord a été signé. Pourtant, là, on nous parle d'un entérinement de l'accord qui a été intervenu voilà, hier. Alors, on est en train de terminer. Nous sommes donc plutôt à la fin de cette production sur WAB Info. Je vous dis merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Soupé, Gaëtan Kombi va faire son entrée justement sur les plateaux sport de WAB Info pour parler aussi de l'actualité. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, nous sommes aussi en mode Cannes. Hein. Ça, il faut quand même vous accompagner aussi dans ce sens. Il va faire son entrée. Donc, restez toujours connectés pour être informés sportivement avec lui. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Merci à l'équipe WAB Info, donc une équipe derrière lui justement pour la réalisation, tout ça, la production voilà, de cette émission. On est toujours ensemble, on va se retrouver aussi. Ne ratez pas aussi les actus chaudes hein, vers les soirs voilà, pour revenir sur tous ces faits
Un débat est donc attendu aussi sur Web Info toujours. Restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Suivez-nous, mesdames et messieurs, 24 heures sur 24 heures avec tout ce que nous produisons. Allez sur notre site web-info.com pour lire aussi les informations, TikTok, YouTube. Voilà, partout, nous sommes là. Aimez, partagez surtout, commentez. Restez donc connectés, mesdames et messieurs. L'actualité est en continu.